Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Ouais, il n'y a pas qu'en France où la politique est pleine de rebondissements ces derniers jours. On le voit aux États-Unis. Je le mentionnais d'entrée de jeu en introduction, au cours des dernières heures. Il y avait toutes sortes en fait, j'allais dire presque de rumeurs en se disant est-ce que Joe Biden va finalement se retirer ou pas se retirer? Tout ça, c'est parti du New York Times, comme quoi finalement Joe Biden aurait parlé à un proche qui aurait dit que il pourrait peut-être envisager de se retirer s'il n'avait pas les appuis nécessaires dans le camp démocrate. Information qui a été rapidement démentie par son entourage. Non, Joe Biden va rester. Il est là pour rester. Bref, la machine s'est emballée. Que va-t-il se passer au cours des prochains jours? C'est ce qu'on verra, mais on va en discuter justement de tous ces rebondissements avec Rémi Villemur. Salut Rémi. Bonjour Karima. Ce qui me dépasse honnêtement avec cet événement-là, et je fais un lien avec ce qui se passe en France, c'est le niveau de tolérance des médias traditionnels à l'égard du mensonge. Donc, je rappelle quand même que Joe Biden, il n'a pas commencé à mal filer la semaine passée, là, hein, ou la semaine d'avant, là, je ne me rappelle plus, là, en ce qui concerne le débat, là, ça faisait déjà des années, hein, au moins des mois, que partout en ligne, on voyait des vidéos qui circulaient, il s'assoyait dans le vide, il présentait son fils décédé plutôt que sa fille, il serrait des mains qui n'existaient pas, il se retournait lorsque venait le temps de prendre une photo pour disparaître, hein, presque comme une fugue d'un CHSLD. On en parlait. Et honnêtement, il y avait des gens qui s'en moquaient. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Non, c'est le pays le plus puissant du monde. Je veux bien croire que l'autre choix, c'est Donald Trump, mais on pourrait-tu au moins nommer le réel? » Et avant le débat, je dirais que c'est pas quelque chose qui était vraiment mentionné par les médias traditionnels. Oui, on effleurait le sujet, mais on trouvait quand même le moyen de dire « Non, il a toujours été comme ça, ce sont des blagues, il est un petit peu mélangé, mais... » Et là, tu viens de le dire. Donc là, c'est rendu que le mensonge, comme tout le monde l'a vu, hein, tout le monde l'a vu à une heure de grande écoute, tout le monde a vu le débat, là, c'est rendu que c'est impossible à camoufler. Mais on trouve quand même le moyen. Hein? On trouve quand même le moyen de dire « He is sharp as ever ». Ça, c'est ce que la représentante de la Maison-Blanche a dit. Jusque-là, moi, je n'accable pas les médias traditionnels. La Maison-Blanche, ce n'est pas les médias traditionnels. Mais comment les médias récupèrent la nouvelle depuis que la Maison-Blanche a dit ça? On ne parle pas de mensonge. On dit juste, écoutez, son poste est quand même instable. Il va falloir voir dans les 2 prochains jours si les donateurs du Parti démocrate sont derrière lui. Non. Il s'agit d'un mensonge. Si Donald Trump a menti, et je le dis haut et fort, il a menti souvent, Joe Biden est un menteur. Et la Maison-Blanche est en train de mentir aux Américains quand elle dit qu'il is sharp as ever. Il n'est pas sharp as ever. Il n'est pas du tout fait pour occuper ce rôle-là en ce moment. Donc ça, c'est concernant la situation américaine. On a vraiment un mensonge. Au Canada, ici, c'est pas du tout dans la même nature. Mais Justin Trudeau, qui n'est plus presque légitime à l'intérieur même de son parti, et qui dit « je vais rester ». Et dans les médias traditionnels, on dit « écoutez, il a été élu par la population, c'est un peu normal, c'est le chef du parti ». Mais pourquoi on ne dit pas qu'à l'intérieur du caucus, on est presque en train de lui dire de dégager et qu'il s'accroche pour des raisons qui, à mon avis, ne concernent pas le bien même du parti ou du Canada. Il reste en poste pour battre des records de longévité. Il reste en poste par orgueil en ce moment. Et ça, je ne le vois nulle part dans les médias traditionnels aussi. C'est intéressant. Moi, je ferais comme une nuance quand même entre le parallèle avec Joe Biden et, par exemple, Justin Trudeau. C'est-à-dire que, tu sais, là, on n'est pas nécessairement... C'est plus sur une question de popularité. Oui, on se sûr. questionne. Peut-il être l'homme de la situation, le leadership qui est contesté? Bon, il y a eu des sorties, là, Catherine McKenna, on en a parlé, l'ancienne ministre de l'Environnement libérale, là, qui a dit oui, il y a un beau bilan, tout ça. C'est ce qu'il a fait, Justin Trudeau. Il est admirable, en gros, là, je résume, mais il devrait quand même, pour la suite des choses, elle appelait finalement, en gros, c'était comme on pointait un petit peu la porte de sortie.
Mais je suis d'accord sur un point, c'est sur le questionnement, je pense, même comme journaliste, comme média, et je parle de tous les médias, il y a ces fameux, ces réflexions sur les biais qu'on peut avoir. Et ça, je trouve que c'est souvent l'angle mort. Et je suis d'accord que sur la question de Joe Biden, on parle de son état de santé, de sa capacité à gouverner. Donc, tu parles de mensonges à un moment donné. Il y a aussi mensonges par omission. On ne parle pas de certaines choses parce qu'il y a ce biais de dire qu'on préfère quelqu'un dit plus progressiste. Donc, on va en parler d'une façon et je trouve que ce n'est pas servir l'intérêt public. Notre job, là, puis je m'inclus là-dedans, c'est de parler le plus honnêtement possible de la situation. Et dans ce cas-ci, je trouve que souvent, pour Joe Biden, ben, on lui ouvre un boulevard, hein, on laisse aller les choses et il y en a plusieurs qui devraient justement, je pense, se regarder et dire est-ce que c'est dans l'intérêt public de cacher des choses, de ne pas mentionner et on se retrouve dans une situation maintenant, le roi est nu. Tu l'as dit, le roi est nu. On l'a vu, le débat, là, je veux dire, à un moment donné, on peut pas se cacher la réalité. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve à quelques semaines du scrutin dans cette situation où finalement les États-Unis ne savent pas à qui ils vont donner les clés du pouvoir, puis à qui va pouvoir peser sur le bouton rouge, le nucléaire, là. Pardonnez-moi l'image, mais enfin, l'idée, c'est quand même cette idée de qui pourrait se retrouver là-bas. Est-ce que finalement, sur toutes les capacités de Joe Biden, la vérité a été dévoilée? Fait que ça, je pense que tu as raison de le mentionner, là. Oui, puis tu fais bien de relativiser. Je m'étais sans doute pas exprimé suffisamment clairement. Je compare pas la situation canadienne à la situation américaine. Enfin, je dis pas que on est dans la même ampleur de mensonges, mais je pense qu'il y a un procédé qui est à peu près le même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'indulgence lorsque vient le temps de présenter une situation où un acteur du camp progressiste est dans les câbles. Et je pense que la situation française nous aide à comprendre tout ça également. Parce qu'en France, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les dernières années, on a créé un ennemi. On a créé un mauvais, un vilain, hein, un personnage diabolique qui est le RN, qui est un personnage dit fasciste, dit d'extrême droite. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est impossible de remarquer ce qui se passe et de dire, ben là, attendez, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est... On confond la vérité et le mensonge. Et lorsque le mensonge, et lorsque le roi est nu, et là, par exemple, j'écoutais Michel Onfray hier, qui est un philosophe qui a été longtemps associé à la gauche, qui est aujourd'hui classé d'extrême droite, il disait, écoutez, 2 secondes, là, le fascisme, là, premièrement, les partis fascistes ne se présentent pas aux élections. Ils prennent le pouvoir. C'est pas pareil, là. Et les partis fascistes, avant les élections, dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, là, ils sont exclus parce qu'on n'est plus dans les années 30. Il y a des institutions, il y a des tribunaux, il y a des cours de droit. Enfin, ces partis-là ne peuvent même pas se rendre jusqu'aux élections. Donc, comment pouvez-vous vraiment dire que le RN est un parti fasciste? Mais même si le roi est nu, même si lorsqu'on regarde la définition de ce qu'est le fascisme et que, de façon objective, le RN ne s'y insère pas, eh bien, c'est un bon mensonge. Là, on entre dans la catégorie du bon mensonge parce que, dans tous les cas, il ne faudrait quand même pas que le RN prenne le pouvoir, même si la population est majoritairement derrière lui. Hein? C'est un bon mensonge, on le fait pour les bonnes raisons. On est du côté du bien. Donc, c'est vraiment bien organisé, ce truc-là. Là. Mais c'est assez fascinant parce que, comme je dis, il y aurait plusieurs raisons de... Tu sais, quand on regarde, par exemple, les différents programmes, le Nouveau Front populaire, les différents partis, quand on regarde le RN, il y a des mesures qui peuvent effectivement interroger puis dire, bon, ben ça, je suis pas d'accord, ça, non, ça n'a pas de sens, ça, oui. Ah, ben ça, bizarrement, ça ressemble beaucoup à ce que la gauche propose. Hein. Si on regarde, par exemple, sur l'assurance chômage ici, là, sur cette question-là, ou par exemple sur l'âge de la retraite, hein, le RN est beaucoup plus proche de la gauche que de la droite sur l'âge de la retraite, sur cette catégorie aussi, sur certaines catégories de travailleurs. Mais quand on regarde en ce moment, je regarde la campagne et la véracité, j'allais dire, enfin, le côté vorace, oui. Je dirais, là, dans l'agressivité aussi de cette campagne, ce qu'on essaye de montrer, c'est assez incroyable. Il y a la couverture, il faut absolument que vous ayez voir ça, c'est l'Humanité Magazine,
on met Jordan Bardella en une et c'est vraiment comme une photo, comme s'il il apparaît comme Adolf Hitler. Donc, on est vraiment à cette étape de nazification. Donc, tu parlais de ces mensonges ou enfin, on peut critiquer, mais de là, vraiment, on est vraiment dans la nazification, dans la déshumanisation de l'adversaire. Et en ce moment, cette campagne, elle est à temps plein, là. C'est la campagne totale. Et comme je dis, critiquons les programmes, mais quand on est vraiment dans cette espèce d'exagération, franchement, on se pose des questions, on se dit, mais où est finalement la part de vérité là-dedans? Est-ce que la vérité nous échappe, tu sais? Puis tu sais, ça fait. Je pense que hier, tu t'as dit la même chose. Tu t'as dit, on peut critiquer le programme. Puis moi, j'avais envie de critiquer le programme. On peut le faire. Et le RN, il y a une des promesses qu'ils ont, c'est de faire en sorte que les binationaux ne puissent pas accéder à certaines fonctions. On parle d'une trentaine ou d'une cinquantaine de fonctions dans l'administration de l'État. Je m'oppose à ça. Bon, je suis pas français, là aussi. Hein. Je veux dire, je commente ça du Québec. Mais si j'étais français, j'aurais de la difficulté à comprendre cette mesure-là. J'aimerais ça qu'on me l'explique. J'aimerais ça qu'on me dise en quoi c'est pas du racisme. Vous voyez, je suis capable de le dire, mais c'est pas du nazisme et c'est pas de l'extrême droite. Et ces deux mots-là ont une utilité et ont un sens. Et si on les utilise de la mauvaise façon, bien, soudainement, ils n'ont plus d'utilité et ils n'ont plus de sens. Donc, pour sauver, en fait, un jour, l'humanité du vrai nazisme qui reviendrait ou de la vraie extrême droite, il faut commencer à, je sais pas, refaire notre travail de définition, retourner peut-être à l'école aussi, hein? Ouvrir des livres à la bibliothèque, prenez un vrai livre sur le fascisme, vous allez voir qu'on n'est pas là-dedans du tout. C'est intéressant parce que tu fais mention de cette mesure-là, ça a fait beaucoup réagir et je me demande si ça n'a pas fait perdre aussi des points pour le RN lors du premier tour sur la question de l'accès à certains postes pour les binationaux. Mais là, moi, écoute, je suis pas du tout d'accord avec cette mesure-là, mais tu parlais de détournement ou de certains mensonges quand même, c'est que là, on a voulu faire à croire que c'était pour tous les binationaux, là, que vous n'aurez plus jamais accès à des postes de fonctionnaires. En fait, l'exemple qui avait été donné par Jordan Bardella, elle est contestable, mais c'était de dire, ben, par exemple, pour nommer quelqu'un au renseignement, OK, exemple, l'équivalent d'un genre de CIA, là, tu sais, ou les renseignements. Est-ce qu'on mettrait quelqu'un, finalement, dans un poste stratégique dans le contexte de la guerre en Russie-Ukraine? Est-ce qu'on mettrait quelqu'un qui est binational, qui est russe et français? Comme je dis, moi, je pense que les vérifications, vous pouvez faire des vérifications claires. Il y a plusieurs niveaux de vérification de sécurité. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une mesure comme ça qui peut effectivement être discriminatoire. Mais ensuite, donc, de prendre cette mesure-là et de dire finalement que tous les postes pour les binationaux, que tout le monde, il y avait quand même cette idée-là qui a circulé beaucoup. Comme je te dis, même si on peut effectivement se dire que cette mesure-là n'a pas sa place. Ensuite, on va poursuivre, si tu le veux bien, tu voulais nous parler de cinéma engagé. Tu es allé voir le film de Simon Lavoie qui s'appelle Se fondre, qui est présentement en salle. Et tu voulais parler de cinéma engagé, de la place du cinéma qui est politique aussi au Québec, puis la réception aussi, hein, tu as dit la réception critique de ce film-là en particulier, mais plus largement des films à connotation finalement d'engagement politique. Oui, c'est parce que je suis allé voir ce film-là samedi. Et on était 3 dans la salle, OK? Bon, il faut dire que on était en début de soirée, il faisait beau dehors, mais j'ai l'impression que c'est pas pour ça qu'on était 3. D'ailleurs, il y a une des 3 personnes qui dormait, tout simplement. Il était pourtant juste 19h. Et le film était bon. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que je pense qu'on est mal à l'aise, en fait. Parce que la bande-annonce est sortie, il y a eu des critiques dans les médias, on a compris que c'était un film politique, un film engagé. Engagé pourquoi? Engagé pour la souveraineté du Québec, mais un film très tragique aussi. Un film dans lequel on place les acteurs, tous les personnages qui sont des francophones, des Québécois francophones, sont en prison, incarcérés, et ne s'expriment pas, ne parlent pas entre eux, ne communiquent que par des signes. Donc, il y a une des personnes en charge du ménage qui prend une cuillère et qui frappe dans la toilette pour que les autres, dans les autres cellules, puissent entendre. Donc, c'est comme si les Québécois étaient plus capables de communiquer entre eux, frigorifiés, foudroyés par l'assimilation. Un film qui sort donc en été. Donc, je peux comprendre, moi, que les gens ne veuillent pas se précipiter à aller voir ce film-là en été. Il fait beau, il fait chaud, puis là, on va se faire engueuler. Ben, on ne vous ferait pas engueuler. Moi, j'ai été voir ce film-là. Vous allez vous faire donner un coup de poing dans le ventre, par contre. C'est un film qui perturbe et je trouve qu'au Québec, on a un rapport un petit peu
mal à l'aise avec tout ce qui est cinéma qui n'est pas divertissant. Hein. Divertissant, là, je le rappelle, là, ça vient du latin divertere, ça veut dire se séparer. Quand on se divertit, ça veut dire qu'on se sépare du réel pendant un moment. Et ce film-là, au contraire, hein, c'est Bernard Raymond qui disait ça, moi je fais du cinéma pour nous rapprocher de notre condition. Mais on a un malaise avec ça. Quand on regarde les films qui fonctionnent le plus au Québec, ce sont des blockbusters, ou quand c'est québécois, ce sont des comédies. Et des très bonnes comédies. On fait des très bons films au Québec. J'ai pas de problème avec le fait qu'on veuille rire. Tout le monde nous trouve drôles dans le monde. Les Français nous trouvent drôles. Les touristes, quand ils viennent ici, disent « Vous êtes drôles, les Québécois ». Ça fait partie de notre âme. Mais il faut pas toujours rire. Il faut des fois se dire les vraies choses. Et ça, c'est un film qui, à mon avis, j'ai bien peur, ne restera pas longtemps à l'affiche. Donc, inquiétez-vous pas, c'est pas le réalisateur qui m'a demandé de faire ça, mais moi, je vous dis, allez voir ce film-là avant qu'il ne disparaisse. C'est un film, c'est 2 heures, c'était quand même, vous allez pas vous emmerder, c'est pas 4 heures de cinéma et de torture, c'est 2 heures. Et quand vous allez sortir de là, vous allez comprendre que pour certaines personnes qui sont bien renseignées, bien documentées, parce que c'est un film qui est fouillé dans la recherche et dans le scénario, eh bien, notre destin, c'est peut-être pas une partie de plaisir, c'est peut-être pas rose bonbon. Notre destin n'est peut-être pas le plus beau des destins possibles si on ne se réveille pas. Donc, c'est un film qui m'a rappelé un peu l'œuvre de Falardeau. On est en prison, on est dans un univers qui est sombre, mais il n'y a pas l'humour de Falardeau. Donc, ça, c'est un défi. Essayez d'aller voir un film sans rire, puis là, je vous dis, là, vous n'allez jamais rire. Là. Il n'y a pas une ligne de drôle. Là. Il n'y a pas de respiration. Là, ah non. Ben, légère. On peut respirer parce que les personnages ne parlent pas beaucoup, puis Simon Lavoie filme en ralenti beaucoup. Donc, des fois, quand on entre dans une scène, c'est long. Mais vous n'allez pas rire. Donc, c'est un défi. Allez peut-être pas voir ça pour une première date avec une fille ou avec un garçon, peu importe. Là. Allez peut-être pas voir ça avec vos enfants non plus. Quoique, s'ils sont adolescents, ça peut quand même leur ouvrir l'esprit. Mais c'est un film qui dérange. Et moi, je pense qu'on peut pas se passer de se faire déranger un petit peu au Québec. On peut pas se passer. On n'a pas le luxe de se passer de quelques avertissements. Ben écoute, t'as mis un peu, pas la puce à l'oreille, mais en tout cas, tu nous as donné envie quand même d'aller voir ça. Ça a l'air pas nécessairement Jojo, mais métaphore peut-être d'un Québec futur. Et ben, on va t'écouter peut-être, pourquoi pas. Toujours bien d'aller quand même encourager les films québécois et comme tu dis, surtout les films engagés. Parfois, on a un peu de problème avec tout ça. On ne veut pas penser à ces choses-là. Et des fois, moi, je pense par exemple à un Denis Arcand qui va faire des films qui ont un certain succès, mais la portion engagée, hein, ça crée un certain malaise. Rappelle-toi son dernier film, Testament, où c'est une satire en même temps sociale, satire sur une forme de wokisme aussi, hein. C'est pas que ça, mais il y avait ça dans le film. Et ça, c'était justement la portion qui avait pas nécessairement été si bien digérée par une partie de la critique au Québec. Puis je te dirais, même en France, ça avait été, dans certaines critiques que j'avais lues, ça avait mieux passé, en fait, la pilule, comme si nous, on avait du mal à se regarder en face, comme si c'était trop douloureux. Puis ça prend du courage aussi, et les artistes sont là pour ça, pour nous mettre le nez dedans. Oui, puis dans toute société normale, il y a des oncologues, donc des gens qui vous disent « vous avez le cancer, il vous reste 2 semaines à vivre », puis vous avez des bardes. Simon Lavoie, c'est l'oncologue. Donc c'est celui qui vous dit « regardez les Québécois, là, ça c'est la situation, dans 10 ans, ça va ressembler à ça, ça vous tente-tu, ça vous tente-tu pas ?» En fait, c'est pas vraiment votre choix, là. C'est un peu votre choix, mais c'est ça qui s'en vient de toute façon. Ou sinon, c'est le constat, c'est ça. On peut être optimiste. Un oncologue, ou plutôt défaitiste. Oui, c'est ça. Ou sinon, on peut le prendre comme maniez-vous, hein, en bon français. Là. Faites Exactement. quelque chose si vous n'êtes pas satisfait de votre sort. Eh bien, Rémi Villemur, merci beaucoup. Puis on se reparle demain. Bye bye.